Mais ce qui est certain, c'est que on a besoin d'informations, on a besoin d'un minimum de sécurité, sécurité au pluriel, on a besoin d'un minimum d'assurance, c'est-à-dire de garantie. Autrement dit, il faut toujours, dans le risque, avoir de la précaution. Mais il faut aussi ne pas être paralysé par la précaution. Je rappelle le discours que Démosthène fit aux Athéniens à un moment de la guerre du Péloponnèse, où il disait « Nous autres Athéniens, nous savons allier la hardiesse et la prudence, alors que les autres sont soit des téméraires, soit des lâches. » Eh bien, tout est là aujourd'hui, où l'on parle beaucoup du principe de précaution. Il y a des moments où même, pour appliquer le principe de précaution, il faut une politique extrêmement hardie. Donc, nous n'avons pas de solution toute faite, et l'immobilisme n'est pas la véritable précaution. Donc, il y a aussi, il faut tenir compte que justement, toujours en fonction de l'écologie de l'action, en cours d'action, les moyens pour arriver à certaines fins se transforment en fin, et la fin est en quelque sorte désintégrée. Et cela arrive souvent, par exemple, à un moment donné, après la révolution d'octobre, la révolution soviétique, il a fallu, pour lutter contre les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur, utiliser des moyens très coercitifs. On a créé la police secrète, on a créé les camps de concentration appelés goulag. Il y a eu tout ce système coercitif formidable, et finalement, les fins sont devenues uniquement des paroles de propagande, et ce sont les moyens qui sont devenus les fins réelles. Et d'ailleurs, du point de vue de l'écologie de l'action, je pense que l'histoire soviétique est quelque chose d'extraordinaire. Voilà une révolution qui a été faite pour supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme, pour liquider le capitalisme, pour liquider le profit, pour établir une fraternité humaine qui non seulement n'a pas réussi à le faire pendant la période où cette révolution a triomphé, mais tout ce processus a abouti à quoi? À ce qu'à partir de 1989, il y ait le retour d'un capitalisme encore plus sauvage et féroce que celui qui existait à l'époque tsariste, le retour d'une religion qu'on a croyé avoir éradiquée au cours de dizaines d'années d'éducation anti-religieuse. Autrement dit, cette action a abouti à un échec total, c'est-à-dire au contraire de ce qui étaient ses intentions premières. Alors, là aussi, il faut nous dire que nous avons besoin, dans l'action, d'un minimum d'assurance et de sécurité, et je dirais même d'un minimum, sinon de confiance, mais du moins d'un minimum de pensée, de croyance qu'il y a une possibilité de réussite. Et d'ailleurs, c'est pourquoi c'est très intéressant que des professions à risque, comme les professions d'acteurs, de stars de cinéma, d'hommes d'affaires, d'hommes politiques, etc., ce sont les professions qui consultent le plus les voyantes et les astrologues. Parce que qu'est-ce que donne l'astrologie et la voyance? Ça donne de l'anti-risque. Même si vous utilisez des fétiches, un petit Saint-Christophe sur le pare-brise de votre voiture, quelques gris-gris, eh bien, tout ça, ce sont des éléments qui vous permettent d'avoir un minimum de confiance en vous-même et qui sont en quelque sorte des anti-risques. Mais enfin, il vaut mieux essayer d'avoir d'autres types d'anti-risques qui sont un certain nombre d'assurances et un certain nombre de certitudes et de sécurité. Mais sachons aussi que ce que nous croyons être la réalité bien assise, bien solide du présent, c'est une réalité qui est minée. Déjà, le philosophe Hegel, n'est-ce pas, avait une formule formidable pour parler de travail souterrain, n'est-ce pas, qui mine notre réalité. Il a parlé de la vieille taupe. La vieille taupe qui creuse sa galerie sur l'eau, on ne s'en rend pas compte, et puis à un moment donné, paf, le sol s'effondre. Il y a la vieille taupe, et puis il y a aussi le fait que
beaucoup d'éléments nouveaux apparaissent dans le présent, mais ils sont invisibles. Ils n'apparaissent que plus tard. Par exemple, quand Fermi a pu découvrir la structure de l'atome en Italie au début des années 30, il était invisible, y compris pour lui-même, que de cette découverte allait sortir l'arme nucléaire et la bombe atomique, choses qui ne sont devenues possibles que 10 ans plus tard. Quand Crick et Watson ont découvert la structure en double hélice du patrimoine génétique, c'était une découverte pour le plaisir de savoir, pour la connaissance. Mais quelques années plus tard, ont commencé les manipulations génétiques. Donc, il y a une incertitude du présent dont il faut être conscient. Et ça, dont il faut nous armer. Je ne veux pas dire pour sombrer dans l'idée que tout est incertain, dans l'idée que dans tous les cas, il faut être capable d'affronter les incertitudes et chaque fois de façon spécifique. Il faut être d'autant plus conscient que notre naissance nous jette dans l'incertitude de notre propre destin. La mort, notre mort, est notre plus grande certitude et notre plus grande incertitude. Nous savons de façon certaine que nous mourrons, mais nous ne savons absolument pas quand cela arrivera. Maladie, santé, amour, amitié, tout ceci peut se transformer. Nous pouvons avoir une vie très malheureuse dans l'amitié et en amour, au contraire très heureuse, nous ne sommes plus maîtres. Autrement dit, il faut essayer de vivre dans cette conscience, et je dirais même de ne pas se laisser submerger par l'angoisse, car comment ne pas se faire submerger par l'angoisse, ne serait-ce que l'angoisse de mort, c'est par l'adhésion que je pourrais dire poétique à la vie, c'est-à-dire adhérer à l'amour, à la fraternité, à l'amitié, adhérer à tout ce qui nous crée en nous une communauté, une reliance avec autrui. Là aussi, il y a une façon de lutter contre l'angoisse qui naît de l'incertitude. Alors, disons que nous approchons de la conclusion, je pense qu'il y a une épistémologie, si vous voulez, de l'incertitude qui est liée au problème lui-même de la connaissance. Pourquoi? Parce que toute connaissance a commencé par la perception visuelle, par exemple. Toute connaissance, la perception n'est pas un reflet, une photographie de la réalité. La perception est une traduction suivie d'une construction. Par exemple, des stimuli arrivent à ma rétine et sont à ce moment-là transformés par les myriades de cellules de mon œil dans un code binaire et qui va arriver transmettre des informations à mon cerveau à travers des tas de manipulations dont nous sommes encore inconscients, qui va donner immédiatement la production de la perception. Mais ce n'est pas la photographie. Pourquoi? Parce que si on se fie à la dimension de l'image sur la rétine, il est évident que les personnes du premier rang de cette salle sont, ma rétine, beaucoup plus grands que les personnes du dernier rang. Mais nous avons en nous un mécanisme qui rétablit une grandeur moyenne qu'on appelle la constance perceptive. Bon, alors, la connaissance perceptive est une traduction. Les théories, ce sont des traductions de traduction. Nous ne pouvons pas échapper à la traduction. Or, l'italien dit très bien traduttore, traditore. Il y a échappé à la traduction. Or, l'italien dit très bien traduttore, traditore. Il y a